Donc encore une fois, bienvenue de nouveau. Nous avons un sujet important à discuter. Je vais souligner le mot important. Vous êtes moins nombreux parce que vous avez la plupart de vous pensent que ce sont les céréales qui ont besoin d'être gérées et pas forcément les arbres, les forêts, mais ce n'est pas vrai. Les forêts doivent être bien gérées également, c'est pourquoi nous sommes là. Et, et en même temps, j'ai relu les trois rapports du panel international du changement climatique et le point commun, les spécialistes du changement climatique, les scientifiques disent nous ne savons pas, nous ne sommes pas sûrs. Il y a les aspects de 1,5 degré. Nous savons que le réchauffement au sol est d'au moins 0,5 degrés de plus. Nous savons également de notre propre expérience que les arbres meurent et nous avons déjà dit, nous avons hérité nos forêts et je dois ajouter que les problèmes de notre génération, il faut les résoudre par notre génération. Donc la question qu'on peut se poser, quel type de forêt avons-nous besoin pour faire face au changement climatique, Il ne faut pas rester à un niveau vague, non managérial. C'est pourquoi nous avons opté pour le scénario RCP 2.4.5. C'est le scénario d'approximativement 1,5 degré, probablement 2 degrés. Ça peut être encore pire, ça ne sera probablement pas meilleur, mais c'est le scénario dans lequel il faudra se positionner pour aller plus loin. Et je vais demander donc les panélistes de donner des réponses concrètes et de prendre ensuite pour pouvoir prendre la décision. Donc nous avons 4 panélistes et je vais demander que vous prépariez vos questions parce que ça va être plus interactif. Tout d'abord, Alessandro Cescati, scientifique dans le directoriat des ressources durables du Centre de recherche conjoint de la Commission européenne. On va parler un peu des politiques. Notre ami français, on aura la perspective française de la part de la présidence française. Et ensuite, des présidences à venir, on aura 2 personnes. Thomas Welschka, qui a l'avantage venant du monde économique et scientifique. Il est à l'université Mendel et il est en même temps gère une forêt expérimentale, donc il ne lit pas uniquement les livres, et il a des expériences du terrain. Et nous avons Jiří Svoboda, le nouveau président de l'Association tchèque des propriétaires des forêts, et on va parler du changement de cadre législatif pour promouvoir plus de diversité de la gestion de nature et de modes de gestion de nos forêts. Et nous avons le partenariat important pour la sylviculture. Qu'est-ce qu'on va faire du bois, quel type de bois, quel volume à produire pour avoir ce matériau intéressant qui capte le carbone. Et nous aurons Joona Perinen, Stora Enso. Ils investissent dans le bois, dans les forêts en République tchèque, mais pas uniquement. Donc pour répondre aux questions, il y a bien évidemment la boule de cristal et on va pouvoir la poser ici et espérons qu'à la fin de la discussion, on en saura un peu plus. Alessandro, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Je vais commencer mon intervention en rappelant un film que vous êtes nombreux à avoir vu, Le Seigneur des Anneaux, où vous avez lu le livre, où à un moment nous avons les ants, les arbres qui parlent et qui sont alliés à l'homme dans la lutte contre le mal. Les arbres ne parlent pas, mais qu'est-ce que les arbres diraient aujourd'hui s'ils pouvaient parler? Bien sûr, les chercheurs ont des instruments pour comprendre la langue des arbres et ces instruments contrôlent les différences très subtiles, par exemple la couleur des feuilles ou la composition isotopique du bois, ou des petites indications qui nous disent comment est-ce que les arbres se sentent et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Et ces signaux nous disent qu'ils affrontent des défis sans précédent. Et ce sont des défis qui sont menés par le changement climatique et la vitesse du changement climatique. Nous avons le scénario 2,5, ou avec l'augmentation de la température, et je peux vous dire que nous avons constaté une augmentation de 2 degrés au cours des 20 dernières années. Donc pour un arbre, c'est extrêmement difficile à maîtriser. Et ces changements de température vont main dans la main avec un manque de disponibilité de l'eau, l'évaporation augmente, et c'est ce que nous appelons le VPD, la pression du déficit de l'eau. Et c'est quelque chose qui augmente de façon dramatique. Donc, les arbres sèchent, et nous voyons cela à partir de satellites par le contenu d'eau dans les feuilles des arbres. Cela arrive en Europe, et la cascade des événements est claire. C'est évident. Nous avons le réchauffement, l'assèchement, une résilience moindre par rapport au changement, une mortalité plus importante et réduction du piégeage du carbone. Et en fin de compte, nous nous posons des questions sur le potentiel de mitigation dans le domaine du carbone. Est-ce que nous allons pouvoir satisfaire les objectifs dans le cadre de ces contraintes? Et cela nous dit aussi que dans certaines parties de l'Europe, il y a trop d'arbres de la même espèce et du même âge. Et lorsque vous avez ce problème d'identicité, vous avez une synchronicité de leurs besoins. Parce que tous ces arbres sont pareils, ils ont les mêmes besoins, ils ont besoin des mêmes ressources en même temps. Ils ont besoin d'eau en même temps, parce qu'ils sont pratiquement identiques. Donc la synchronicité des besoins mène à une vulnérabilité plus importante. Parce que l'eau, par exemple, leur manque, donc tous les arbres souffrent en même temps, en parallèle. Et cela mène à une probabilité croissante de destruction. Le Seigneur des Anneaux, dans le Seigneur des Anneaux, les arbres marchaient aussi, ne faisaient pas que parler. Et où est-ce que les arbres iraient s'ils pouvaient marcher? C'est ma deuxième question. Et ils iraient au nord, bien sûr, parce que la température augmente par année, 1 degré par décennie. Donc, nous avons un gradient de 150 km par année. Donc, les arbres devraient marcher 150 km par année en raison du changement climatique que nous leur imposons. Mais les arbres ne marchent pas, bien évidemment. Donc, nous avons des arbres, par exemple les épicéas, qui sont exposés, et la dimension climatique qui conditionne leur existence. Donc, ces arbres-là sont à la limite du climat le plus chaud auquel ils peuvent résister. Et ils peuvent quitter leur enveloppe climatique. Et on voit que 20 à 25%
des zones boisées en Europe sont déjà en dehors de l'enveloppe de l'espèce. Et c'est le problème que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est un problème qui va s'accentuer en dépit des scénarios que nous allons poursuivre. Donc, comment est-ce que nous allons adapter le système? Dans ce secteur a de la peine à s'adapter, c'est-à-dire les arbres vivent longtemps, donc il y a une grande inertie. Le deuxième problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas vraiment ce qui va advenir. Nous avons des scénarios, bien sûr, de 2,4, 2,5, mais quel sera le scénario que nous allons suivre? Ça dépend du succès des efforts de mitigation, du système climatique, des efforts collectifs aussi des autres grandes économies, l'Inde et la Chine, mais beaucoup d'incertitudes sur notre direction. Donc nous devons adapter les forêts au climat de la fin du siècle, parce que les arbres que nous plantons aujourd'hui vont être abattus à la fin du siècle, et nous ne savons pas ce qui va advenir. Et nous avons également à gérer des barrières parfois sociales et culturelles. Quelles sont les espèces que nous pouvons planter et où? La forêt dont nous avons besoin, et les scientifiques sont d'accord, ce sont des forêts plus hétérogènes au sens plus large. Nous parlons d'hétérogénéité avec 3 espèces, mais nous avons des diversités génétiques, mais nous avons une hétérogénéité en âge aussi, parce que le concept d'hétérogénéité mène à l'asynchronicité en ce qui concerne la demande environnementale et génère la résistance. Donc, nous devons augmenter la diversité et en faisant cela, profiter des connaissances que nous avons, par exemple, de la diversité génétique dans le cadre d'une seule espèce. Quand nous avons, par exemple, les pins écossais qui poussent dans diverses latitudes, donc la diversité, les connaissances sur la diversité génétique sont utiles. Et il faut profiter de la migration. Donc, si un arbre doit migrer de 50 km par année, il ne peut pas le faire tout seul. Et nous devons faire cela parce que si la nature doit s'adapter à la forêt, cela prendrait trop de temps. Les forêts peuvent s'adapter, mais elles ne peuvent pas s'adapter et nous donner ce qu'on leur demande. Et il y a une demande croissante de la société. Chacun demande quelque chose, la biodiversité, la préservation, le piégeage du carbone, la bioénergie, le bois pour la substitution des matériaux. Pour maintenir la capacité de donner des systèmes, donc nous avons cette vitesse que nous imposons au changement climatique et la seule façon de le faire, c'est de gérer le processus. Gérer le processus veut dire impliquer tous les acteurs qui ont un rôle dans ce processus, parce que c'est un vrai défi. Du côté positif, ce que je constate, c'est que la raison pourquoi, dans le passé, nous sommes arrivés à une confrontation entre les différents acteurs, les organisations, dans le monde de la sylviculture, les protagonistes de l'environnement, les gestionnaires des forêts. Comment gérer donc, le changement? Dans ce temps de changement et vis-à-vis des défis importants, ces différences sont en train de disparaître. Les différences dans les objectifs deviennent de plus en plus petits en ce qui concerne les différents acteurs. Nous avons tous les mêmes objectifs. Avoir des forêts résistantes qui vont pouvoir contrer les changements climatiques du siècle à venir. Et cela peut devenir une voie. Comment convertir ce défi et les risques y attenant en une opportunité? Parce que si nous sommes unis comme société, nous pouvons faire plus. Nous regardons le même objectif. C'est exactement l'objectif que le président a décrit. Rendre à nos enfants la forêt que nous avons empruntée.
Et pour faire cela, je crois que c'est une réponse unie de tous les acteurs dont nous avons besoin. Merci. Merci, Alessandro. Je suis un homme de la pratique et je suis le patron, je dois prendre des décisions dans le contexte de l'incertitude. Je voudrais avoir une certaine orientation scientifique. Vous avez mentionné cette migration vers le nord. Dans ma tête, j'ai une certaine indication qu'un 1 degré est équivalent à 100 mètres d'altitude et nécessite 40 mm d'eau pour la survie d'un arbre. Est-ce que c'est une indication précise? C'est presque trop optimiste. En réalité, en altitude, le gradient est encore plus important que 100 mètres. C'est un fait. Donc le gradient est de 6. Et si vous allez plus au nord, dans 100 km, c'est un changement très important. Vous avez le problème de l'eau que vous avez mentionné, qui n'est pas tellement lié aux précipitations. Donc, dans certaines parties de l'Europe, les précipitations vont augmenter. Mais très clairement, nous avons des espèces en Europe qui sont en ce moment au mauvais endroit et qui ne sont pas capables d'affronter le milieu climatique dans lequel elles se trouvent. Et le besoin de les déménager est quelque chose d'effrayant parce que cela prend du temps. On peut s'adapter dans le domaine de la culture. On peut changer de culture, mais changer d'espèce d'arbre, c'est beaucoup plus difficile. Je vais oublier mon cœur et je vais porter mon chapeau d'entrepreneur. Quand je regarde ma forêt, l'air est gratuit, le CO2 est gratuit, la lumière est gratuite, l'eau est gratuite. La seule chose qui coûte quelque chose est la terre. Et ce que vous me dites, c'est un peu comme moi, on parle d'arbres. L'arbre est un résultat, on devrait parler de l'environnement où l'arbre sera satisfait. Et donc la capacité de rétention du sol est quelque chose. Pour le même arbre, nous avons besoin de 40 mm en plus par augmentation d'1 degré de température. Pour cela, je voudrais avoir la perspective de Tomáš Vrška, de votre à ce débat. Mais je suis désolé. Je suis désolé, je n'ai pas donné la parole à nos partenaires français et je m'excuse. Je suis à moitié français, ce n'est pas un exemple de politesse française. Je sais que Erwin Ulrich est plutôt lorrain ou alsacien. Donc je pense que vous avez une expérience de l'Europe centrale plutôt que français typique. Mais comment est-ce que la France souffre du changement climatique et comment est-ce que vous voulez adapter les forêts d'État françaises à ce qui arrive? Merci. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis content de pouvoir participer de cette façon à votre forum. Et je suis désolé de ne pas être avec vous en personne, mais je suis content de pouvoir vous adresser. Je ne suis pas français, je suis autrichien, mais je travaille depuis 30 ans dans une institution française. C'est pour cela que mon nom est tellement étrange. Je voudrais vous dire ce que je fais. Ma fonction est de gérer au niveau national l'adaptation des forêts au changement climatique dans l'Office national des forêts. Donc, pour vous donner un aperçu de ce que fait notre... Nous avons 8500 employés, nous gérons 11 millions d'hectares de forêt et nous avons 4 600 000 arbres en France métropolitaine. Nous gérons 1,5 million d'hectares de forêts d'État et des forêts communales également. Et nous avons
15 000 communautés qui ont des forêts en France. La production de bois est 15 millions de mètres cubes par année. Donc, en ce qui concerne les forêts et les scénarios ou les scénarios de changement climatique, nous avons préparé pendant de nombreuses années pour ces questions. Et depuis 2020-2021, nous avons décidé de prendre des mesures. Nous souhaitons continuer à garantir des forêts multifonctionnelles parce qu'elles correspondent à notre culture forestière et aux aspirations de la société. Mais en disant cela, nous affrontons de nombreux défis parce que nous savons que nos forêts actuelles sont touchées de plus en plus par les changements climatiques. Donc nous avons décidé d'agir. Et je mentionne certains exemples de notre stratégie d'adaptation qui a été publiée en septembre 2021. Un des points les plus importants, et c'est le premier point de notre stratégie, nous allons rétablir des populations équilibrées. Nous allons atteindre cela dans les 3 à 5 années. Ce sera un combat difficile, mais nous espérons prendre les bonnes décisions. Nous avons commencé à créer des forêts mixtes avec 2 ou 3 espèces principales qui sont aujourd'hui un peu mieux adaptées au climat futur. Nous allons utiliser des nouvelles espèces de provenance étrangère ou d'Europe ou d'outre-mer. Et dans des expérimentations sur le plan national, et nous avons commencé sur des terrains de 200 hectares déjà, et nous allons décider si ces espèces vont devenir les espèces que nous allons utiliser à l'avenir. Et nous allons préserver la biodiversité dans toutes nos activités. Et c'est un grand défi, cela. Nous allons développer le concept de la forêt mosaïque. Qu'est-ce que cela veut dire? Que va contenir la forêt mosaïque? Il y aura une forêt haute dans des positions irrégulières et nous allons avoir une proportion croissante de forêts mixtes, des plantations naturelles, des micro-réserves, des zones pour la préservation de la biodiversité, des réserves biologiques sites, et nous allons avoir des endroits pour des plantations expérimentales pour l'avenir et des zones de récréation, bien entendu. La diversité des mosaïques va dépendre de la région des forêts. Vous savez que la France est un grand pays avec de nombreuses zones climatiques différentes, des différences très importantes. Donc la mosaïque sera plus visible dans les 30 à 40 années et ce n'est pas possible de le planifier. Ce sera une adaptation dynamique avec l'hypothèse que les différentes approches vont mener à des forêts plus résistantes. Et la diversité du paysage sera une fonction des petites unités de gestion, de la création de plus de forêts mixtes, prenant en compte la biodiversité et des décisions de gestion qui vont mener à cela. Et nous ne pouvons planifier tout. Et nous aurons une fragmentation naturelle parfois obligée. Et le plus souvent obligée. Il y aura des différences locales et régionales, ce qui veut dire que nous aurons un puzzle de différentes surfaces. Le processus d'adaptation sera fonction de la zone close totale et la taille des différentes forêts et la possibilité des surfaces forestières à venir, l'impact du climat, l'impact de la société, et il faut être en équilibre avec la société dans chaque région. Nous souhaitons maintenir des zones naturelles et analyser
quelles sont les espèces résistantes pour le climat de l'avenir. Nous avons fait beaucoup d'expériences dans ce domaine avec des forêts beaucoup plus mixtes, avec une migration assistée, avec de nouvelles espèces d'arbres de provenance destinée à des plantations à l'avenir. Nous avons 30 espèces que nous avons plantées sur 55 locations différentes. Et nous allons tester les capacités d'adaptation. Et nous apprenons beaucoup au cours de ces dernières années sur cette capacité génétique d'adaptation des arbres. Donc, en quelques mots, ce sont certaines idées que nous avons. Et je voudrais terminer en vous disant que notre stratégie a 100 mesures différentes, donc c'est impossible de les présenter tous. Mais vous avez un petit exemple. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, c'est la preuve de ce que nous avons dit. Nous savons que nous ne savons pas, il faut être modeste du point de vue écologique, de la biodiversité et du point de vue managérial, c'est la flexibilité. J'ai la question à vous deux et aux autres panélistes. Les espèces résistantes pourront mourir également, donc c'est important de parler de ce que sont ces espèces et ensuite de la gestion. Vous pourriez citer des exemples. Alsace, Lorraine, c'est plus près de l'Europe centrale. Quelles sont les indications du mix concret, des exemples de la France, de ce que donne le sens? Ça peut être assez variable. Nous savons que dans les futurs 30 à 50 ans, on aura beaucoup de problèmes avec le hêtre partout en France. Nous voulons le modifier. On aura d'autres espèces, d'autres variétés de hêtre à mettre en place. Et on regarde également les forêts qui sont composées notamment de pins. Et en ce qui est de l'adaptation, on va pouvoir en parler d'ici une cinquantaine d'années, voire 100 ans. Et il faut aller étape par étape, choisir, tel que cèdre ou d'autres variétés qui seront plantées. On va voir ce que ça va devenir dans les 50 à 100 ans à venir, si ce sont les variétés ou les espèces qu'on va pouvoir utiliser dans les futurs 50-60 ans. Nous savons comment ces variétés se comportent dans les forêts mixtes. Donc nous avons des sites de 2 hectares. Si je peux vous poser une question en tant que scientifique, praticien, qui a une perspective européenne, est-ce que je peux demander votre avis aussi? Je suis d'accord avec ce qu'on a mentionné. L'Europe centrale, c'était un bon exemple de changement climatique dans les forêts. Nous sommes entre le climat continental et les régions au sud de la Bohème sont envahies de flore, d'insectes, de pagnoniens. Et il y a des changements qui sont en place et il va falloir prévoir les changements
de ce climat et la composition devra être adaptée. Comme l'a dit Arline, nous commençons à planter Quercus pubescent, ces variétés de hêtres selon cette région de Pannonie. Ensuite, il y a des variétés provenant des régions du Balkan et c'est forcément nécessaire parce que les changements climatiques progressent encore plus rapidement. Donc, je peux partager la frustration avec vous. J'ai également l'expérience en tant que gestionnaire des forêts familiales. Ceux qui sont les plus conservateurs, ce ne sont pas les forestiers, les gestionnaires des forêts, même s'ils ne sont pas exemples de l'adaptabilité, je l'avoue, mais on souffre encore des tendances plus conservateurs de cette communauté environnementale. Je dois vraiment lutter avec l'organisme de protection de la nature pour que je puisse planter quelques variétés de hêtres pour que la nature nous dise ce qu'elle en pense. On me dit toujours la forêt est protégée parce qu'elle a survécu le communisme, l'occupation nazie, et ceux qui ont planté avant ces arbres, ils savaient le mieux comment le faire. Et l'autorité de protection de la nature nous dit le hêtre n'a pas lieu d'être ici, et votre objectif, c'est de remettre la nature dans l'état initial. Mais l'état initial, c'est hier, c'est il y a 100 ans, il y a 1000 ans. Avant, on n'avait pas le même type de conditions et la paléoclimatologie nous apprend que le climat était complètement différent ici. Nous avions le pin et nous avions une composition de forêt complètement différente et j'explique à cette autorité que c'est vous qui devriez me dire, essayez de planter le hêtre parce que le contexte climatique change et il faut changer les habitudes, il faut changer l'approche, il faut changer le contexte de la régulation et il nous faut également changer l'approche de ces autorités. Je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Svoboda en tant que président de SVOL. De quoi a-t-on besoin en pratique en tant que propriétaire des forêts? Toi, tu as beaucoup d'hectares de la forêt, tu es un expert en la matière. De quoi a-t-on besoin pour réussir? Merci. Merci et bon après-midi à tous. Comme on l'a déjà dit, je suis praticien de la forêt. Je perçois les problèmes d'un niveau un peu différent, peut-être parce que les vœux que nous avons sont limités de plusieurs manières. On l'a déjà dit, il y a les autorités de protection de la nature. Ensuite, il y a la législation qui a été évoquée à plusieurs reprises, qui est très stricte, peut-être la plus stricte au monde. Et ensuite, il y a d'autres raisons objectives qui nous limitent, manque de main-d'œuvre, manque de matériaux de construction sur le marché, manque de possibilités de construire des clôtures autour de nos forêts pour protéger contre les animaux. Donc l'espace est de plus en plus restreint et ensuite il y a la calamité du scolyte, manque d'eau, les tempêtes que nous avons pratiquement toutes les semaines en hiver et il y a des forêts qui disparaissent. Donc il y a cet aspect de changement des conditions météorologiques, les précipitations changent également et la température augmente. Que doit-on faire? Nous devrions trouver des solutions. Nous sommes à leur recherche, nous sommes limités
Par de nombreuses occasions, il y a la loi sur les forêts en République tchèque qui définit le cadre, il y a le décret d'application qui spécifie concrètement de ce qu'on peut faire. Et en fin de compte, nous avons des vœux, de grandes ambitions, mais en fin de compte, il y a 4 ou 5 variétés qu'on peut planter et c'est à peu près tout. Donc le cadre, il est bien plus restreint que ce qu'on pourrait, ce qu'on voudrait vouloir. Et il faut donner un peu de liberté aux gestionnaires. Le gestionnaire ou le propriétaire de la forêt, il va le réussir. Il faut qu'il puisse prendre la décision concrète dans une localité concrète. On dit il ne faut pas planter le hêtre ici, il ne faut pas planter l'épicéa par là, mais ce n'est pas une vérité universelle. Il faut travailler également avec le niveau de la nappe phréatique. Il y a tout un nombre d'aspects. Et si on n'arrive pas à adapter les conditions aux gestionnaires des forêts pour qu'ils puissent prendre la bonne décision à la bonne place avec une certaine érudition, que la décision soit bonne, et on ne va pas pouvoir avancer. Donc il faut commencer par là. Il faut qu'on ouvre ce volet du droit sylvicole en République tchèque. Il faut créer le cadre concret et on ne peut qu'envier à nos collègues en France qui travaillent avec un tel nombre de variétés d'arbres et c'est même l'autorité nationale qui leur propose d'essayer d'autres variétés. Mais il y a l'aspect climatique qui est forcément différent en France et en République tchèque. Je suis enclin à sympathiser avec ce que vous avez dit. Et donc, oui, souvent, il y a cette approche des autorités comme si on était dans un musée. Ça fonctionne correctement dans un contexte stable, mais si le contexte évolue de manière rapide comme aujourd'hui, il faut avoir une vue plus large. Et nous, en Europe, on se trouve dans une situation où nous n'avons pas assez de variétés par rapport à l'Amérique ou l'Eurasie. Il nous manque des conifères et plusieurs niveaux génétiques et il faut qu'on soit suffisamment flexible pour pouvoir comprendre que la situation de crise a besoin de solutions audacieuses. La sélection de variétés, on peut se baser sur les connaissances scientifiques. La Commission européenne a publié récemment un rapport sur la distribution de différentes variétés d'arbres sur base d'une enveloppe climatique et on a constaté qu'il était important de planter les variétés d'arbres qui peuvent supporter le climat futur. Ce n'est pas la peine de planter des arbres qui sont adaptés au climat d'aujourd'hui. Il faut déjà prévoir les changements climatiques. Bien évidemment, on ne voit pas tout dans cette boule de cristal, mais il faut commencer à se préparer pour cet avenir et pour que les forêts soient assez résistantes dans le climat à venir. Merci. Vous avez aussi demandé la parole. Oui, j'espère que vous m'entendez. Je voulais tout simplement répondre à notre collègue tchèque. Nous avons également la régulation très stricte en ce qui est des variétés d'arbres, mais on a discuté entre 2019 et 2020 de cette problématique de changement climatique. Tout le secteur de sylviculture a discuté et on a négocié une fenêtre pour que les sylviculteurs puissent expérimenter avec certaines variétés d'arbres, mais
il faut que ce soit supervisé par les chercheurs, par le département de développement, avec une cartographie, etc., etc. Et pour répondre à mon collègue, voilà, nous sommes déjà en train de courir derrière ce changement climatique, donc c'est déjà en cours. Vous avez un large soutien dans la salle. C'est la question de tester, d'essayer. La France a la présidence de l'Union européenne, ensuite la République tchèque et la Suède, et ensuite il y aura l'Espagne. Donc 4 pays qui ont un large intérêt dans la sylviculture. Bien évidemment, les bouchons pour les bouteilles ne sont pas le même bois que les matériaux de construction, mais la sylviculture ne fait pas forcément partie de l'agenda de l'Union européenne. C'est en interaction avec beaucoup de sujets comme la biodiversité, mais cela ne fait pas partie du mandat de l'Union européenne conformément au traité. Et en pratique, on peut avoir l'impression que certaines règles sont entre la pratique et les politiques européennes, et il va falloir avoir une approche commune. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas si cette gestion commune est vraiment la meilleure chose. Aujourd'hui, on a également besoin d'appliquer la subsidiarité pour que le gestionnaire ou le propriétaire des forêts puisse décider et tenir la responsabilité. Il faut qu'il ait un portefeuille de solutions, et parmi ces solutions, il va choisir la bonne. Je voudrais poser la question aux panélistes. Quelle est votre appréciation? Comment peut-on trouver la bonne expérience entre la gestion commune et la subsidiarité? Est-ce que quelqu'un veut répondre? En général, s'il n'y a pas de réponse forcément, c'est la bonne question. Oui, c'est effectivement un point très intéressant. Il y a les lignes directrices européennes, mais je ne pense pas qu'il y ait une réponse facile à cela. Je partage vos doutes. Il y a cette approche européenne, mais en même temps, il faut avoir cette perspective locale, parce que ce n'est pas, on n'a pas les mêmes terres partout, donc il faut adapter les solutions. Ce ne sont pas toujours les mêmes solutions. Je suis content que vous avez fourni cette réponse, parce que vous représentez l'industrie du bois. On se bat pour avoir les prix de temps en temps, mais on travaille ensemble. Malheureusement, vous êtes connecté à la Commission européenne, vous avez une expérience scientifique également, donc il faut que vous soyez porté ce message. Vos supérieurs doivent nous écouter, parce que c'est nous qui faisons le travail, et on est obligé de vous écouter parce qu'il y a toute une variété d'opinions pour trouver la solution. Si personne ne veut répondre, hier, on avait également le débat entre l'ambassadeur de France, le ministre d'Agriculture, et on a parlé de la durabilité des politiques européennes. Et nous, praticiens, nous n'avons jamais eu de réponse entre ces deux choix, subsidiarité et approche commune. C'est assez difficile.
Mais vous avez l'obligation d'ouvrir ce débat et nous avons l'obligation de vous inviter à faire ce débat. Vous ne pouvez pas réussir sans nous et nous ne pourrons pas réussir sans vous. Là, je dépasse un peu mon rôle de modérateur, mais c'est mon cœur qui bat. Je dois ventiler ma frustration. Voilà. Je vous en prie. Je crois qu'il faut avoir le bon équilibre. Donner l'orientation sans trop prescrire, c'est un exercice difficile qui, de mon point de vue, fonctionne uniquement s'il se fonde sur la confiance. Et c'est là qu'il faut faire des progrès. Confiance entre les propriétaires, les politiques, les citoyens qui se polarisent dans la société, dans le domaine de la protection de la nature. Vous ne pouvez pas couper un arbre. Donc, c'est une question de reconstruction de la confiance. Et comme je l'ai dit, l'occasion existe parce que nous affrontons une crise. Et la société, en général, il faudrait dépasser les obstacles et aller vers plus de confiance. Merci pour ces paroles. Comme je l'ai déjà dit, nous nous battons sur le prix du bois, mais nous voyons tous les jours dans quelle mesure la solidarité du secteur est importante. Et entre la ferme et la fourchette, nous avons le programme de la forêt jusqu'aux meubles. Et donc, je voudrais connaître la perspective de Storenzo. En tant que Français, je devrais commenter aussi le fait que la sylviculture, ce n'est pas un monde d'hommes. Et je suis content d'avoir beaucoup de dames dans la salle et nous avons une dame aussi dans le panel. Donc, Madame Pirinen, vous êtes la bienvenue. Quelle est la perspective de l'avenir des forêts et de la sylviculture dans le... Je peux mentionner certains points. Et je suis contente d'être membre du panel et participer à ce dialogue. Je viens de l'industrie, donc je peux vous dire comment nous utilisons ce bois des forêts et qu'est-ce que nous pouvons faire pour la mitigation du climat. Parce que lorsque nous envisageons la sylviculture et les produits que nous apportons au marché, ce n'est peut-être pas l'ameublement, mais c'est aussi le piégeage du carbone et des grands éléments qui séquestrent le carbone. Donc, ce sont des solutions pour le changement climatique. Et cette transition vers une bioéconomie circulaire est quelque chose dont nous avons besoin. Et c'est l'objectif du pacte vert. Et on peut parfois entendre des messages un peu mélangés dans ce domaine. Mais nous voyons la chose de la façon suivante. Donc, nous avons la forêt comme produit renouvelable que nous apportons sur le marché. Il y a 3 apports pour le climat. Tout d'abord, la forêt, quand elle pousse, elle piège le carbone de l'atmosphère. Dans le produit, nous piégeons également le carbone, et que ce soit au cours de l'existence ou dans le recyclage. Mais l'effet de substitution, et je sais que c'est très critiqué, mais nous remplaçons les plastiques fondés sur le pétrole, avoir des murs qui seront faits en bois plutôt qu'en béton. Donc, lorsque nous utilisons ce matériau, il se fonde sur une forêt qui est en fait une solution renouvelable. Donc,
Et nous avons des chiffres que je peux vous lire. Transition vers des produits renouvelables. Nous pouvons réduire la pollution du plastique en 80% en baissant les émissions de gaz à effet de serre de 25%. Donc cela vous donne une justification, j'espère, comment utiliser ce beau matériau qu'est le bois. Je viens de la division des produits en bois. Donc, nous préparons des solutions pour le bâtiment, la construction. Et vous savez que l'environnement bâti signifie 35% de toutes les émissions en énergie. Et 10% des émissions, c'est 5 fois plus que l'aviation. Et les gens ont peur de voler. Mais je me demande pourquoi ils ne se posent pas de questions sur les matériaux de construction. Et ce sont déjà des solutions que nous avons à disposition. Donc, ces solutions biologiques existent. Et des emballages en bois plutôt qu'en plastique, des constructions en bois plutôt qu'en acier ou en plastique. Donc, il faudra toujours trouver le meilleur matériau à l'avenir pour la meilleure utilisation. Donc, il y aura des solutions hybrides de toute façon à l'avenir. Mais ce sont peut-être certaines des choses, comment nous pouvons utiliser ces matériaux. Et je pourrais parler sans fin sur l'utilisation des matériaux issus de la sylviculture. Mais Stora n'est pas une société aussi connue dans le monde, mais nous sommes connus en Suède et en Finlande. Nous employons 22 000 personnes dans le monde, donc nous sommes un employeur important dans toute une série de pays européens. Et si vous voulez placer cela dans un contexte, nous avons eu des ventes de 10 milliards d'euros. Donc, utilisons le bois de différentes forêts pour différentes finalités, pour l'emballage, pour les biomatériaux, pour toutes les innovations que nous avons en préparation. Donc, des usages et des solutions à disposition et beaucoup d'autres qui font l'objet d'expérimentation. C'est important aujourd'hui. Le dernier rapport du GIEC et d'autres experts au Royaume-Uni ont indiqué que nous n'allons pas arriver à 1,5 degré et nous n'allons pas arriver à 2 degrés, très probablement. Si nous n'inventons pas de nouvelles technologies pour éliminer le carbone de l'atmosphère, il faut réduire nos émissions, ça c'est certain, mais il faut également éliminer les émissions des stocks actuels. Et la seule machine qui fonctionne, c'est les arbres. Donc nous sentons une certaine frustration. Et je suis là pour ventiler mes frustrations, j'espère aussi les vôtres, dans le débat. Lorsque le débat est mené par les émotions, les émotions sont un motivateur important. Nous entendons trop sur la solution qui devrait tout résoudre. Et nous ne trouvons pas assez d'espace pour parler de comment nous allons remettre le problème à plus tard. Donc en fait, nous allons éviter le problème. Cela peut être vrai, ce n'est pas forcément vrai, mais nous devons aussi savoir que nous avons besoin de temps pour augmenter le contenu de bois dans le bâtiment. Les technologies existent, mais il faut qu'elles se déploient. Nous avons besoin de piéger le carbone et le stocker. Donc la valeur d'un arbre, de la sylviculture, des forêts et de l'ameublement, tout cela nous donne du temps pour développer de nouvelles solutions pour éliminer le carbone. Est-ce que j'ai raison ou pas? Et je vais donner la parole à l'auditoire. Préparez vos questions. Est-ce que je vais commencer? Je crois que ce n'est pas seulement gagner du temps, mais
il y aura tellement de solutions et d'applications différentes qui seront nécessaires. Vous avez déjà mentionné la solution, mais en plus, nous aurons besoin des technologies de séquestration du carbone. Mais c'est exactement les arbres qui sont en train de pousser, qui absorbent les émissions. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement en plantant plus d'arbres que nous allons obtenir ce piège à carbone. Je vois que M. Ulrich a levé la main. Je ne sais pas s'il veut réagir ou si c'est resté sur l'écran. Est-ce que vous voulez avoir la parole? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voulais juste signaler un élément. Nous rêvons, afin de stocker plus de carbone, mais plus la température va augmenter et plus le temps sera sec, moins on va produire de carbone. Les forêts ne seront plus capables de stocker le carbone. La productivité des forêts au cours des dernières années a baissé en raison de cela. Je peux confirmer cela pratiquement dans nos forêts où de nombreuses générations avaient promu le passage de la monoculture des sapins vers d'autres espèces et vers des forêts mixtes. Et donc c'est très difficile. Les arbres deviennent malades, les frênes en particulier. Donc je vais donner la parole à la salle. Nous avons une dame avec un micro et je vous prie de vous présenter et de parler dans le micro pour avoir une discussion un peu personnelle. Bonjour, je suis Marta Urbanova. Je travaille dans la sylviculture, je travaille pour les forêts épiscopales d'Olomouc. Je suis en congé de maternité, donc je ne suis pas en uniforme. Je voudrais demander à la collègue de Stora Enso, chez nous en République tchèque, j'ai l'impression qu'on est très conservateur, qui empêche de plus grands changements dans la réflexion et les paradigmes, comment fonctionner. Ce qu'on exige actuellement par rapport aux changements que nous allons affronter de plus en plus. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que en Tchéquie, les clients souhaitent du SMEC. Est-ce que c'est vrai aussi pour Stora Enso? Quels sont vos objectifs pour les 80 ans à venir? Est-ce que nous pouvons cesser de redouter le fait de cultiver des espèces différentes, qu'il n'y aura plus de clients, parce que les clients veulent de l'épicéa. Donc, dites-moi que vous êtes capable de traiter n'importe quelle espèce que nous allons produire, si nous voulons avoir des forêts mixtes et diversifiées, et qu'on ne nous demande pas sans fin de l'épicéa. Merci pour cette question. Ici, en Tchéquie, nous avons deux usines et deux scieries différentes. Et nous utilisons surtout des conifères. Donc, là, bien sûr, l'épicéa est idéal. Donc, si c'était la question, ce serait la réponse simple. Mais ce sont les volumes dans lesquels nous investissons. Nous avons une scierie et nous utilisons l'épicéa, bien sûr, oui. Mais à l'avenir, nous n'aurons plus d'épicéa, en tout cas pas en volume actuel. Donc justement, je pose la question, est-ce que vous vous préparez et quelle stratégie Stora Enso va choisir par rapport au fait que
les gammes d'espèces ne seront plus là à l'avenir et seront différentes. Donc, ce n'était pas tout à fait ce que j'avais compris. Il y a beaucoup de recherches sur les différentes espèces. Et en tant qu'industrie, nous utilisons bien sûr beaucoup d'espèces pour, par exemple, la construction. Les conifères sont la majorité et nous avons fait des tests avec différentes espèces, mais ce n'est pas à l'échelle industrielle pour l'instant. Mais bien entendu, une société de notre taille fait de l'innovation et de la recherche et la résistance et l'adaptation est également très importante. Donc dans ce sens, je n'aurais pas peur. Il y a également d'autres scieries et d'autres solutions où nous pourrons utiliser également d'autres espèces que celles-ci. Donc voilà, en fait, une réponse plus proche de ce que vous aviez demandé. Peut-être que je pourrais étendre cela un peu. L'utilisateur final auquel vous ne pensez pas est l'industrie textile qui va également utiliser ces matériaux. Donc, nous investissons aussi dans ce type de recherche. Et ce sont des matériaux en graphite basés sur le lin. Et nous avons besoin de la transition verte vers l'électrification. Donc, il y aura des batteries qui seront importantes pour l'électrification. Et donc, nous allons avoir des matériaux de base qui auront un impact fort sur l'environnement. Donc, c'est un élément aussi qui devient réalité maintenant. Donc, vous aurez des éléments dans les batteries qui vont venir des... Donc, l'industrie innove. L'industrie est innovante et se penche sur des remplacements des matériaux fossiles. Et c'est notre objectif, donc fournir des matériaux renouvelables qui vont remplacer les solutions fossiles. Et peut-être, à partir de la perspective française, vous avez mentionné les expérimentations dans les forêts. Monsieur Ulrich, est-ce que vous pouvez mentionner l'interaction entre la sylviculture et l'industrie du bois pour explorer les nouvelles espèces et comment elles peuvent être utilisées? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la collaboration en dehors de la sylviculture? Peut-être pas tout à fait une réponse à votre question, mais il y a beaucoup de questions de la part de nos forestiers. Qu'est-ce que va faire l'industrie demain où nous aurons autant d'espèces différentes? Et en fait, lorsque vous comparez 30 ou 50 ans, c'est une éternité pour un domaine industriel. Donc, on aura beaucoup de temps pour faire des expérimentations, pour adapter nos process à de nouvelles qualités de bois. Donc, c'est une chose. Et je crois que c'est en fait normal pour l'industrie d'être innovateur et trouver de nouveaux process. Deuxième chose, lorsque vous regardez 10 ans en arrière, et si vous considérez ce que l'industrie du bois a pu faire en 10 ans pour travailler avec de nouvelles qualités de bois, nous pouvons être très optimistes que dans les 30 années à venir, ils seront capables d'utiliser des qualités de bois d'espèces différentes. Et la troisième chose, en France, la recherche et développement et les chercheurs ont examiné beaucoup d'espèces. Je crois que nous avons 150 espèces de bois dans le monde entier et la plupart des plus résistantes à la sécheresse et au climat très chaud sont les conifères. Donc, nous n'allons pas arrêter avec les conifères demain. Peut-être qu'il y aura moins d'épicéas, mais d'autres espèces vont exister, vont
apparaître. Donc, ce n'est pas tellement négatif. Il faut nous adapter. Nous n'allons pas travailler avec les mêmes 3 espèces que nous avons vues partout pendant les 300 dernières années. Thomas, je voulais réagir. Merci. J'ai profité de la proposition de M. Kinski de passer au tchèque parce que mon commentaire sera plus concret et cela correspond à Marta Urbanova. Avec Stora Enso, nous avons un débat amical à propos de l'avenir des forêts et de la composition des arbres dans ce contexte de l'avenir de l'industrie. Et je n'ai pas peur de ce que l'industrie achètera auprès de nous dans 80 ans, si nous parlons des variétés plus précieuses, parce que quand je vois les tendances d'évolution de traitement chimique de bois, les nouveaux matériaux composites, nous le constatons au sein de notre faculté, je n'ai pas peur que les grosses compagnies ne soient pas en mesure de réagir. Si à Girets, on construit l'usine des plaques CLT et on sourit en disant vous pensez comment mettre plus de hêtres, mais l'investissement il n'est pas pour les 50 ans à venir. Le retour de l'investissement doit être plus rapide. L'usine n'est pas pour 50 ans, donc je pense que les sociétés vont réagir au changement de la composition de variétés. Si vous regardez les nouvelles au sein du ministère de l'Agriculture, vous voyez cette courbe linéaire de la part des forêts feuillus dans notre offre. Donc je suis persuadé que tout le monde en réfléchit. Je ne veux en aucun cas me laisser influencer. Nous avons des mix très larges de forêts, peu importe si si le scénario dont on parle aura lieu ou pas. Je pense que ce sera encore plus strict, mais je n'ai pas peur. Et je ne veux pas dire par là que l'épicéa, du point de vue technologique, soit idéal. Rien de cela. Cela veut dire également que nous devons diversifier non seulement les espèces, mais également les cycles de temps. Je me souviens de la réunion des sylviculteurs qui disait il ne faut pas avoir le hêtre dans nos forêts. Le bouleau, pardon. Et si on prend le bouleau dans nos forêts, il y a des objectifs managériels et il y a la vie avec les champignons, etc. Amélioration de sol plus rapide, lutte contre l'acidification. Ça pousse plus rapidement que l'épicéa ou par rapport au hêtre. Et il y a d'ici une vingtaine d'années, vous avez de la biomasse ou dans 40 ans, ça peut fonctionner en tant que matériau dans l'industrie de meubles et ceci a sa valeur. Il ne suffit pas uniquement diversifier les espèces, mais il y a également les cycles de vie et là, on a besoin de soutien des expériences scientifiques, la rétention des eaux et je vous donne la parole maintenant si vous voulez poser une question. Et tout d'abord, la dame. Alžběta Procházka
WWF, je vais parler en tchèque. Je voulais tout simplement savoir comment voyez-vous les possibilités de renouvellement naturel des forêts dans le contexte en évolution. Merci. C'est Thomas qui va répondre. C'est une excellente question. Je voulais déjà réagir dans la matinée, mais comme je ne comprends rien à l'agriculture, je n'ai pas voulu intervenir parce qu'on a parlé de la PAC, de la politique agricole commune au sein de l'Union européenne, et on pose toujours la question s'il faut avoir une politique commune de sylviculture, et c'est forcément lié à votre question. Il ne faut pas en avoir parce que dans la sylviculture, il y a une part plus importante des forces créatrices de la nature, tandis que l'agriculture est davantage industrialisée. Voilà, industrialisée. Et justement, ce renouvellement naturel, c'est cet exemple. Si j'ai à 350 mètres d'altitude les épicéas qui meurent et la forêt est rajeunie, je peux la garder, mais je suis déjà sûr que la future génération ne va pas survivre. Donc, je ne vais pas couper ces arbres, mais là où il faut compléter, j'ajouterai d'autres espèces. Donc, mais c'est vraiment endroit par endroit, habitat par habitat. Et on a pour cela les sylviculteurs qualifiés qui doivent l'évaluer. Et mon collègue Svoboda l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être régulées par une loi. Il faut avoir une certaine libéralisation. Chacun doit évaluer la localité dans laquelle il travaille. Et moi, je décide moi-même si je travaille avec le renouvellement naturel ou pas. Et je vais donner un exemple dont nous avons discuté au sein du ministère de l'Environnement. Nous avons, au sein de notre propriété universitaire, à peu près la moitié des forêts dans le cadre des localités de Natura 2000. Et nous avons également des forêts calcaires. Et ce sont des hêtraies et ce sont les sites de grande importance et c'est là où le hêtre meurt, se reproduit, mais ensuite il y a d'autres espèces qui arrivent et conformément à la directive de l'Union européenne, pour ne pas détériorer l'état, il ne faut pas limiter la part du hêtre. Donc, dans les hêtraies, si on passe de 90 à 80%, j'ai détérioré l'état, mais compte tenu des changements climatiques, c'est complètement inouï que j'élimine les autres espèces pour garder toujours les 90% du hêtre. Donc, moi, je dois travailler avec le contexte. En tant que sylviculteur, je comprends que c'était écrit dans une bonne volonté il y a 25 ans, mais le climat nous dit, ben, attention, il faut changer ces textes, et peu importe si ce sont nos collègues à Bruxelles ou ailleurs. Ce qui veut dire que la gestion de proximité, c'est orienter, c'est diriger les forces de la nature pour que ce soit intéressant pour nous. Il faut avoir la production écologique des forêts, il faut assurer la biodiversité et cueillir les champignons en automne, ce qui est d'ailleurs le sport national tchèque. Mais concernant cette question de renouvellement naturel, je voudrais ajouter deux choses de pratique. Ce n'est pas si long que cela. Après 20 ans de travail, chez nous, nous avions vraiment que les corséas. Mais maintenant, nous avons le sapin, à part l'épicéa, donc nous avons également le sapin. En 20 ans, vous voyez déjà le résultat. Et ensuite,
pour réussir, il faut avoir une ressource de 7 fois 64 de cette taille. Il faut modifier la chasse en Tchéquie. Il faut que la chasse soit régie par les sylviculteurs, pas par les chasseurs, pour avoir le renouvellement naturel. En Tchéquie, il vous faut 500 hectares de forêt ou de la nature pour pouvoir présenter un plan de la chasse et le gérer. En France, il n'y a aucune limite. 1 mètre carré est suffisant. Et le résultat chez nous est catastrophique. En ce qui est de la présence de chevreuils, etc. Et en France, il y a les chasseurs et sylviculteurs qui coopèrent pour gérer de manière durable la faune. Nous avons publié des études pour cela. Et donc le système, il est important. Et 7 fois 64, et les dames qui voudraient participer à cette protection des forêts et porter avec nous le boulot sont les bienvenus. D'autres questions? On approche vers la fin. Voilà, voici une question et ensuite, madame. Et ça sera en anglais. Je viens de Suède. C'est plutôt une proclamation et une suggestion, une question. Nous savons tous qu'il y a ce changement climatique. Tout le monde en parle. On parle des différentes possibilités de le résoudre. La forêt va changer, l'industrie va changer, etc. Et ma suggestion, on ne devrait pas faire la même faute que nous avons fait avec la PAC. Il faudrait essayer de trouver un système dans lequel nous sommes tous satisfaits des objectifs, nous savons où aller. Et ensuite, donner aux gestionnaires, aux propriétaires de sol, une gamme d'outils pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ils vont utiliser les mesures, les outils dont ils ont confiance, parce que c'est plus facile pour quelqu'un s'il a confiance pour accomplir, au lieu d'imposer des règles strictes, de faire ceci ou cela. Et nous avons les forêts qui changent un peu partout, du nord de la Suède jusqu'à Malte. Et c'est tellement différent. Et on parle de comment gérer la sylviculture et imposer des règles. Je ne pense pas que cela puisse fonctionner. Et comment persuader maintenant nos hommes politiques, la Commission, et comment construire la confiance et utiliser les moyens de diffuser l'information pour aller à droite ou à gauche dans ce qui est des solutions. Et bien sûr, il faut trouver des solutions à des problèmes de long terme et on doit persuader les hommes politiques, la Commission d'agir de cette manière. Est-ce que quelqu'un des panélistes veut réagir? Je vais commencer. Et je vais être politiquement incorrect. La réalité, de notre côté, nous avons l'impression que la Commission européenne ne nous écoute pas suffisamment. Peut-être ils ont également l'opinion qu'on ne les écoute pas, mais on a l'impression effectivement qu'ils ne nous écoutent pas.
et ils écoutent uniquement leurs supérieurs. C'est la réalité de la politique européenne, c'est la vie réelle que nous vivons. Et ma suggestion, c'est qu'on devrait pouvoir lancer le dialogue avec ceux qui sont au-dessus, les États membres représentés au Conseil. Hier, au déjeuner, nous avions la présidence française et on a parlé de cette idée. Nous avons 3-4 présidences françaises, tchèques, suédoises et probablement espagnoles où les forêts sont importantes. Et si on devrait, si on pouvait présenter un document, une position commune de ces 3 voire 4 présidences. Si on pouvait présenter cela au Conseil, peut-être même la Commission se sentirait un peu plus sous pression pour écouter. Et je m'excuse si je suis politiquement incorrect, peut-être que je me trompe, mais c'est mon expérience de ce qui est sur la table. Et après cette intervention, certains vont peut-être vouloir réagir de manière plus diplomatique. Alors la praticienne. Une perspective, c'est bien évidemment le dialogue. Ceci a déjà été mentionné au sein du panel précédent. Être prête pour un dialogue constructif est un mot qui est également tendance, c'est la collaboration de la chaîne de valeur. Intégrer les différentes parties prenantes de cette chaîne et les intégrer au dialogue. Et je pense que c'est vraiment la question du dialogue avec les politiciens, avec l'industrie, avec les... Et c'est en fait tout ce que nous pouvons faire. Et nous avons de bons exemples qui ont bien marché. Et il faut faire de manière à se laisser écouter également à l'avenir. Et il faut coopérer, il faut apporter les messages, non seulement les gestionnaires des forêts, non seulement l'industrie, mais également nos clients, les consommateurs, pour pouvoir gérer ensemble. En quelques mots, comment construire la confiance? C'est difficile, mais c'est faisable si on combine le dialogue et les bonnes informations, les faits, au lieu d'idéologie. Bien évidemment, la Commission parle avec des États, avec les autorités, avec le comité de la sylviculture. Et c'est tout à fait important que vous puissiez faire passer vos vues par l'intermédiaire de ces canaux. Je ne vois pas l'alternative. Il faut qu'on arrive à le faire, il faut qu'on s'y lance et il faut qu'on le fasse rapidement. Comme notre collègue l'a dit, nous sommes déjà en retard. Je l'ai mentionné hier. Nous sommes en retard, mais il n'est pas trop tard. Il ne faut pas dire qu'il soit trop tard, mais il est tard et il faut agir rapidement. Merci. Encore une question du public en ce qui est de ma responsabilité de mon commentaire politiquement incorrect. C'est tout simplement mon opinion personnelle. Ce n'est rien d'officiel et nous sommes dans un pays libre et on n'a pas forcément besoin de se frustrer en dialoguant avec le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement. Il faut qu'on agisse à tous les niveaux, national, local, à Bruxelles. Encore une question de la Suède. Le micro, alors. Merci.
Je suis content d'avoir ces questions de la Suède qui succédera à la présidence tchèque. Nous avons écouté qu'il fallait s'adapter rapidement, qu'il faut agir, il faut agir rapidement. Mais quel est le calendrier? Quel degré de rapidité? C'est une question pertinente parce que on peut pas couper les arbres pour capter le carbone, mais il faut en même temps couper les arbres pour les replanter. Comment concilier ces différents aspects? Parce que dans la partie nord du Finlande, c'est complètement différent qu'au sud. Et il y avait également le commentaire sur l'aspect, l'approche commune et la subsidiarité. S'il y a des solutions communes, il y a une responsabilité commune et subsidiarité. Le coût est porté par le niveau inférieur. Et mon expérience, si nous avons une position nationale, la tendance est qu'il y a de moins en moins de décisions à ce niveau-là et plus de subsidiarité. Quel est le rythme des changements climatiques? Question sur l'horaire des changements. Il n'y a pas d'horaire. C'est comme ce que nous avons débattu précédemment, l'utilisation de la régénération naturelle. Cela dépend de l'état des forêts, de la condition, de la localisation des forêts dans les montagnes ou dans les plaines. Et comme l'a dit Konstantin Kinski, sur sa propriété où les épicéas étaient prédominants pendant à l'altitude de 700-800 mètres. Donc là, dans le temps, cela va prendre plusieurs dizaines d'années. Si le scénario ACP sera 4,4 ou 5, et si le scénario sera différent, la situation va changer. Donc les propriétaires doivent être des propriétaires locaux, de mon point de vue. Et j'ai encore un commentaire à la question précédente sur le dialogue. Bien sûr, nous avons ouvert plusieurs dialogues avec la Commission, avec les ministères nationaux, avec l'association des propriétaires fonciers, avec les ONG. Mais de mon point de vue, ce qui manque ici, c'est le groupe le plus important. Ce sont les sylviculteurs praticiens qui ne sont pas invités dans ces dialogues parce qu'ils sont dans les forêts. Et c'est eux qui choisissent les arbres et c'est eux qui changent l'état de la forêt jour par jour, changent la composition des espèces et c'est eux qui effectuent la diversité structurelle. Et ces personnes sont complètement hors de ce dialogue. Et on le voit dans cette stratégie UE jusqu'à 2030. C'est 30 pages, mais 2 petits paragraphes sur le transfert des connaissances pratiques entre les praticiens en Europe. Il y a 2 petits paragraphes. Il y a 10 pages sur le suivi scientifique, etc. Je dois dire que les praticiens peuvent changer la forêt. Nous sommes dans un forum théorique, mais si ces idées ne sont pas liées aux personnes qui ont la responsabilité quotidienne concernant le bois, concernant les travailleurs dans la forêt, donc ce scénario sera une fiction. Même pas de la science-fiction, mais seulement une fiction. Je peux vous donner une réponse très pratique du terrain. Nous avons déjà 1,3 degré d'augmentation de température en pratique dans nos forêts. Nous savons aussi que c'est
aussi probable qu'improbable, à 50%, que les 0,5 degrés à venir seront franchis au cours de cette décennie. Et nous savons probablement que nous allons nous rapprocher de 2 degrés et de 2,5 degrés si dans les 10 années à venir, pas 20 ou 30, si dans les 10 années à venir, toutes les mesures qui ont été promises à la COP 25 et 26 sont à temps accomplies et entièrement accomplies. Parce que la COP 27 va compenser pour tout ce qui a été promis. Et est-ce que c'est vraiment que des paroles en l'air? Et nous avons littéralement aucun temps. L'avenir commence aujourd'hui. La seule chose positive, si je peux conclure ce débat, parce que nous arrivons au terme, cela me rappelle ce que le fondateur de l'Union européenne a dit, Jean Monnet, qui a fondé la CECA. Les instruments de la guerre, le charbon et l'acier, et ce sont les fondations de la paix pour notre projet européen. Jean Monnet a dit une chose très simple. L'être humain accepte le changement lorsqu'il voit le besoin de changement. Et il voit le besoin en temps de crise. Profitons de cette crise. Nous sommes tous dans cette crise ensemble et le futur commence aujourd'hui. Les problèmes de notre génération doivent être résolus par notre génération. Et j'ai apprécié ce que vous avez dit sur la confiance. C'est un engagement des deux côtés. D'un côté, les hommes politiques avec un grand P et les fonctionnaires qui portent la voix des gens par le biais des États nationaux et au niveau européen doivent nous faire confiance. Et nous, en tant que propriétaires fonciers, devons prouver que nous sommes responsables. Donc l'engagement est une combinaison de la responsabilité et de la confiance. Et comme notre association, nous espérons, par ce débat notamment, et parce que nous faisons dans le terrain, le prix pour promouvoir la qualité des sols, le prix pour la biodiversité, pour les insectes, les études que nous avons conduites sur les loups et la gestion des populations de loups et de la petite faune et l'utilisation de la chasse pour promouvoir la biodiversité, comment gérer les forêts d'une telle façon pour promouvoir une chasse durable. Donc toutes les initiatives que nous avons en Europe avec les universités pour faire entrer la science dans ce débat. Et comme le collègue de l'ONF a dit, donc tester et apprendre. Donc nous espérons nous donner un futur dont nos enfants seront fiers. J'espère, je remercie les membres du panel pour une discussion très riche. Je crois que nous avons dit la vérité. Je suis certain que nous avons parlé du cœur. Et j'espère que nous pouvons combiner des mains habiles, des têtes reposées et un cœur passionné. Et je remercie les membres du panel et je vais demander à 3 personnes de venir sur scène pour conclure notre forum. Et nous avons une dernière annonce sur une initiative de notre association. Donc je vais demander à Thierry Delescaille, secrétaire général, Emmanuel Mikoche, qui est le producteur du forum, et Madame Wilderli de Tetra Pak, de venir et de nous dire quelques mots sur ce qui va se passer à l'avenir. Emmanuel. Merci beaucoup. Nous serons très brefs. Nous venons tous ensemble. Nous attendons 4 personnes qui vont arriver sur l'écran. Alberto Areo de AUCN, qui finit une des réunions qui se passent à Bruxelles.
parce que nous avons la réunion du Parlement européen et il va se joindre à notre déclaration, très brève. Mais je crois que tout d'abord, nous voudrions dire que c'est très important d'être ici pour notre forum régional, parce que nous avons notre conférence en mars à Bruxelles, qui était très importante. Mais là, bien sûr, lorsque nous parlons de la présidence française, de la présidence tchèque, de la présidence suédoise, il est très important d'être dans les pays de la région et d'échanger avec vous. Donc, encore une fois, merci pour avoir été avec nous aujourd'hui. Et c'est très important de dire qu'en tant que forum, tout ce qui porte sur la biodiversité, la nature, l'alimentation durable, tout cela porte sur l'avenir de l'agriculture. C'est dans le nom du forum. Mais notre débat a montré aussi que c'est essentiel d'avoir plus de thèmes liés à la sylviculture. Tout ce qui est lié à la sylviculture, à la forêt, et à l'économie de la forêt et aux écosystèmes et au programme donc, pour les forêts, c'est essentiel. Et il faut avoir plus de débats sur la sylviculture et avoir des sous-divisions et des sous-groupes pour souligner le besoin d'avoir plus d'échanges. Donc, et je suis très heureux d'avoir Lelo, de Thierry Delescaille, cofondateur du forum. Nous avons Alexandre Arroyo, un des partenaires stratégiques. Et nous avons des nouveaux partenaires, Sabine du Tetra Pak. Je vais commencer avec Sabine, qui va faire une déclaration. Et je donne la parole à Alberto et ensuite Thierry. Merci Emmanuel. Je voudrais juste dire que nous apprécions beaucoup de participer à cette nouvelle plateforme qui vient d'être lancée ici. Tetra Pak, comme vous le savez, est un fournisseur d'emballage alimentaire dans le monde qui se fonde sur des fibres faites à partir du bois. Donc nous sommes à l'autre bout de la chaîne pour les utilisateurs finaux. Et nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre ces ambitions que nous avons juste débattues, les aspects environnementaux, sociaux et économiques, dans un effort vraiment commun de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et oui, nous nous réjouissons de contribuer à ce débat dans les mois à venir. Et je voudrais seulement remercier Janusz Potočnik ce matin. Il faut vraiment avoir à cœur son approche et il faut mettre les questions critiques sur la table et définir comment réconcilier ce débat polarisé et présenter des actions communes concrètes. J'espère que nous allons avoir des réunions locales en Suède. Donc, je vais donner la parole à Alberto. Bonjour. Désolé de venir de façon virtuelle. Je suis le plus grand dans la salle, ce qui est toujours bien. De cette façon, je voudrais vous remercier, hello, les collègues qui travaillent dans le Forum pour l'avenir de l'agriculture. Nous sommes devenus partenaires stratégiques. Nous sommes convaincus du besoin du dialogue et de joindre des positions, des perspectives différentes. C'est l'environnement, c'est l'alimentation. Donc, ce sont des aspects conflictuels qui ne vont pas nécessairement dans la même direction. Les forêts sont représentées dans l'IUCN également et nous nous réjouissons de ces efforts et nous sommes toujours prêts à une situation de dialogue. Nous espérons y contribuer. Donc nous nous réjouissons de cette extension du travail dans le domaine de la sylviculture et des forêts. Et nous sommes contents également des nouveaux partenaires comme Tetra Pak. Donc, merci beaucoup et nous nous réjouissons de collaborer à l'avenir. Pour ma part, bien sûr, je voudrais remercier tous les partenaires pour leur intervention, mais je voudrais ajouter une chose. Nous avons lancé le forum il y a 15 ans sur la conclusion qu'il n'y avait pas d'espace où nous pouvions avoir un débat ouvert
sans restriction entre l'industrie, les ONG vertes, les acteurs, les fermiers, les sylviculteurs, où nous pouvons nous rencontrer pour amoindrir nos différences et trouver des solutions ensemble. Et un grand progrès a été fait dans le domaine de l'agriculture et nous avions toujours envisagé de faire quelque chose en ce qui concerne la sylviculture. Et vous savez que notre association concerne les agriculteurs et les sylviculteurs. Et au vu de l'urgence des crises, nous avons dû résoudre cela tout ensemble. Nous avons une crise de l'alimentation, une crise de la biodiversité, et nous devons trouver des solutions durables. Constantin a souligné cela. Il faut respecter les aspects économiques, les aspects sociaux et les critères aussi de l'environnement. Donc c'est un défi. Nous avons besoin de vous tous, les sylviculteurs, l'industrie, les chercheurs, les Verts, les ONG. Donc nous devons tous ensemble trouver et développer des solutions, sinon nous allons perdre ce débat. Donc c'est essentiel. Nous avons besoin de vous. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire qu'avec le soutien de notre think tank, et avec le soutien de Janusz et Franz Fischler, notre ex-président du Forum, et tous ceux qui collaborent très étroitement avec le Forum, nous avons décidé et nous nous sommes engagés à avoir le même niveau de débat pour la partie sylviculture de notre travail. Nous sommes agriculteurs et sylviculteurs. Donc je viens du monde rural et je ne peux diviser mes intérêts. Nous sommes tous pareils et il est essentiel de trouver des solutions. Et maintenant, je voudrais remercier le doyen de l'université pour nous avoir reçus dans cet endroit magnifique. Je voudrais également remercier Constantin pour avoir présidé nos débats. Et votre collègue n'est plus parmi nous, mais elle a fait un excellent travail ce matin. Donc, remerciements à vous deux. Je remercie tous nos partenaires. Et je ne dois pas oublier les interprètes qui ont fait un très bon travail. J'ai pu écouter le français et l'anglais. Je ne parle pas tchèque, mais je les remercie. Et nos caméramans, nous sommes désolés pour moi, mais avec une main, vous arrivez à tout faire. Donc, je vous remercie. Nos remerciements à vous tous. Nous allons nous retrouver très rapidement. Je sais que nos partenaires ont leur propre programme. Alberto est impliqué dans tout cela. Donc, je vous recommande l'étude qu'il publie sur différentes formes d'agriculture. C'est une très bonne étude. Donc, nous avons eu la possibilité de le soutenir, mais la qualité au niveau de l'industrie, au niveau des ONG, au niveau des producteurs. Profitez de la qualité et je vous souhaite une très bonne soirée. Et encore une fois, merci à nos hôtes tchèques, à nos collègues du JRC et la République tchèque, un très bon pays. Et nous avons été heureux de ce débat très ouvert. Merci. Et comme nous avons l'habitude de dire en République tchèque, à très bientôt et que nos forêts se portent bien.